Aujourd'hui, pendant qu'on parle, l'Iran est plus prêt pour la guerre qu'il ne l'était il y a 3 mois, au début du conflit. L'économie iranienne souffre, elle va plus mal qu'il y a 3 mois, comme d'ailleurs beaucoup d'économies dans le monde. Mais sur le plan militaire, le pays est plus fort aujourd'hui. On a vu que ces villes souterraines étaient restées pratiquement intactes. Et les missiles iraniens? Eh bien, les Iraniens disposent maintenant de missiles plus avancés, parce que la production de missiles et de drones a continué pendant la guerre, puis après. Et pendant les premières semaines du conflit, les Iraniens tiraient surtout de vieux missiles et de vieux drones pour s'en débarrasser. Ils les avaient depuis plus de 10 ans. Et plus récemment, ces dernières semaines, ils ont commencé à utiliser les systèmes d'armes les plus développés dont ils disposent. Aujourd'hui, tous leurs drones et leurs missiles sont des modèles plus avancés et ils sont aussi plus nombreux qu'avant. Et je pense que, d'après ce qu'on sait des négociations, il est assez clair que ce qui a été convenu jusqu'à présent montre que les Iraniens ont l'avantage. Parce que tout ce que les Américains obtiennent de l'Iran, c'est un engagement à ne pas construire d'armes nucléaires. Or, l'Iran dit cela depuis des décennies. Ils peuvent le répéter 100 fois. Et puis, il y a aussi l'ouverture du détroit d'Ormuz pour permettre au trafic de reprendre comme avant. Mais l'Iran continuera de contrôler ce commerce. Donc, ça convient aussi à l'Iran. Qu'est-ce que l'Iran obtient en échange? Les États-Unis doivent libérer la moitié des avoirs que le gouvernement américain a volés aux Iraniens. Ils doivent lever les sanctions sur le secteur de l'énergie. Ils doivent débloquer la moitié des avoirs iraniens dès le tout début de l'accord. Et ils doivent instaurer un cessez-le-feu dans toute la région, y compris au Liban. Donc je pense que pour l'Iran, c'est un bon accord. Ensuite, après 60 jours, si tout se passe bien, ce qui reste à voir, parce qu'on ne sait même pas s'il y aura un accord, ni si les 60 jours de cessez-le-feu tiendront, alors les deux parties passeront à une nouvelle phase. Et là, on abordera la question du programme nucléaire, qui, à mon avis, sera la partie la plus difficile des négociations. Oui, espérons qu'on en arrive à ce dont vous parlez. Bon, je viens de vous montrer que Jack Keane dit qu'un bon accord, c'est exactement tout ce qu'on recherche, et absolument rien de ce que vous venez de dire. Votre ministre des Affaires étrangères, j'espère prononcer son nom correctement, enfin le porte-parole du ministère, lui a un peu expliqué comment l'Iran voit ces négociations, et au lieu du « on est à 95% du chemin de Trump ce week-end », il se montre un peu plus Greveng. L'objectif des négociations, c'est de mettre fin à la guerre. À ce stade, nous ne discutons pas des détails liés à la question nucléaire. Les menaces, les pressions, les mises en scène ou les caricatures publiées font partie du jeu politique de ce côté-là du monde. De notre côté, nous avançons sur le terrain dans l'action. Nous voyons les réalités sans nous laisser influencer par les perceptions ou les images que l'autre camp veut donner. Il est vrai que nous avons déjà bouclé une grande partie des sujets en discussion, mais personne ne peut affirmer que cela signifie qu'un accord est sur le point d'être conclu. Donc, si je comprends bien, la partie iranienne dit en gros « Je veux un accord négocié selon les conditions que vous venez d'exposer. » Mais si elle ne les obtient pas, elle continuera simplement avec le statu quo jusqu'à ce que la douleur soit suffisante de l'autre côté. Est-ce que c'est une interprétation juste? Oui, je pense que c'est une interprétation très juste. Ce n'est pas que notre camp, le camp iranien, ne va pas souffrir. Bien sûr qu'il va souffrir. L'économie va continuer à être en difficulté. Mais c'est un problème existentiel, une guerre pour l'Iran. Les États-Unis et le régime israélien veulent détruire le pays. Trump a répété à plusieurs reprises qu'il voulait anéantir l'Iran,
le ramener à l'âge de pierre, effacer une civilisation. Tout cela, c'est un langage génocidaire. Et bien sûr, son partenaire mène un génocide depuis presque 3 ans maintenant. Et lui, évidemment, y participe. Donc nous prenons ce langage très au sérieux, même si aucun média dominant en Occident ne l'a jamais condamné, et qu'aucun gouvernement occidental ne l'a condamné non plus. Aucun parlementaire, ni en Europe, ni en Australie, ni en Nouvelle-Zélande, ni au Canada, n'a rien dit non plus. Donc quand il s'agit de l'Iran, les menaces génocidaires semblent acceptables. Et cela veut dire que le peuple iranien doit être pleinement prêt à se défendre. Et dans quelle mesure? On voit beaucoup de choses dans la presse occidentale, beaucoup d'affirmations, mais il semble assez évident que le peuple et l'économie iranienne souffrent vraiment à cause de ce blocus et aussi à cause de la première série de frappes militaires et ainsi de suite. Comment décririez-vous la manière dont les gens souffrent et comment ils tiennent face à cette épreuve? Eh bien, les sondages montrent que l'immense majorité des Iraniens continuent de soutenir les politiques du gouvernement parce qu'ils comprennent que, malgré les difficultés, l'Iran n'a pas d'autre choix que de rester ferme. Ils savent que les États-Unis seront impitoyables. Les gens en Iran ont vu l'amiral américain, je crois que c'était Cooper, affirmer que l'Iran avait frappé l'école de Minab. Cette école primaire où 168 filles ont été tuées dès le premier jour, à la première minute de l'attaque. C'est là qu'ils ont visé en premier. Il a menti en disant que c'était un site de lancement de missiles actifs. Et ironie du sort, à ce moment-là, il y avait beaucoup de journalistes internationaux sur place, y compris un journaliste de Sky News. Et Sky News est pourtant très hostile à l'Iran. C'est très biaisé en faveur des États-Unis. Mais ce qu'il a dit était tellement choquant que même le journaliste de Sky News a été indigné. Il a déclaré « On a parcouru toute la ville, on a parlé avec les familles, on a vu l'école, on a regardé partout, il n'y a aucun signe d'une base de missiles. » Alors, quand on voit des gens comme Cooper, prêts à massacrer des enfants et à accuser ensuite les victimes, on comprend qu'on a affaire à un régime très dangereux. Un régime qui dit vouloir rayer notre nation de la carte. Les Iraniens vont évidemment rester fermes. Et comme je l'ai déjà dit, la culture religieuse iranienne est aussi une culture qui valorise la résistance face à l'oppresseur et la foi dans le soutien aux opprimés. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les Iraniens soutiennent les Palestiniens et aussi les Cubains, qui sont eux aussi sous pression. Parce que tout cela fait partie de leur identité religieuse. Cette résistance, cette résilience est donc particulièrement forte chez les Iraniens, chez les mouvements de résistance au Liban et ailleurs. Mais la vie devient plus difficile. Aujourd'hui même, je suis allé faire des courses et les produits que j'ai achetés au supermarché sont nettement plus chers qu'il y a 3 mois. L'économie mondiale, elle, est dans un état catastrophique. Elle fait face à une véritable crise. Et selon les économistes, si la situation continue comme ça, cela pourrait provoquer une catastrophe pour les États-Unis. Et c'est justement pour ça que Trump tient tellement à conclure un accord très rapidement. Pendant les négociations, les Américains ont été bien plus pressants que les Iraniens pour aller vite. Les Iraniens, eux, ont pris plus de temps parce qu'ils ne veulent pas de failles dans le texte. Le problème, c'est que lors de l'accord nucléaire, le JCPOA de 2015, les Iraniens ont respecté leur part du marché, alors que les Américains sous Obama ont refusé de le faire. En réalité, quand Trump dit qu'il veut un accord meilleur que le JCPOA, c'est très difficile à imaginer, parce que le JCPOA était déjà un accord plutôt défavorable à l'Iran, justement à cause de ses failles. En d'autres termes, les Iraniens ont respecté leurs engagements, puis les Américains, eux, n'ont pas respecté les leurs.
Ils ont refusé de le faire. Et c'est l'Iran qui en a payé le prix. C'est pour ça que finalement, le fait que Trump ait quitté l'accord sur le nucléaire a d'une certaine manière rendu service à l'Iran. Parce que si l'Iran avait quitté l'accord lui-même, ça aurait été catastrophique. Il aurait été attaqué et marginalisé. Mais comme ce sont les États-Unis qui l'ont fait, cela a permis à l'Iran de repartir de zéro. Et maintenant, s'ils veulent négocier quoi que ce soit, ils le feront de manière à s'assurer qu'ils ne soient pas les premiers à appliquer leurs engagements. Oui, d'accord. Oui. Je vais revenir sur la question de la chronologie dans un instant. Mais laissez-moi vous poser une question pendant qu'on est encore sur ce sujet. Vous avez combattu pendant la guerre Iran-Irak. Et j'imagine qu'à cette époque, vous faisiez aussi partie de la société civile. Donc vous pouviez voir les choses de l'intérieur. Et je me demande si vous pourriez comparer le niveau de souffrance que la population iranienne a enduré pendant cette guerre et la façon dont elle y a fait face, avec ce qui se passe ici depuis le mois de février. Eh bien, c'est un type de guerre très différent. Mais pendant cette guerre, si on prend en compte le fait que Saddam Hussein et certains pays occidentaux soutenaient des groupes terroristes en Iran, un peu partout dans le pays, mais aussi dans les zones kurdes proches de la frontière irakienne, je pense qu'au total, la guerre Iran-Irak, avec tous ces attentats et ces attaques, a fait presque 200 000 morts du côté iranien pendant ces 8 années. Je crois qu'environ 194 000 personnes sont mortes, dont peut-être 150 ou 160 000 directement à cause de la guerre, et le reste à cause d'attentats, d'assassinats, de bombes, et ainsi de suite. Cette guerre a duré longtemps, nous avons eu beaucoup de martyrs, et ils ont utilisé des armes chimiques. L'Occident a donné des armes chimiques à Saddam. Moi, j'ai survécu à 2 attaques chimiques. J'ai survécu à une attaque à l'hypérite et aussi à une attaque avec un agent neurotoxique. D'une certaine façon, c'était bien plus dévastateur. Mais cette guerre-ci, avec le fait que les Américains et les Israéliens bombardaient partout dans le pays, ils bombardaient des immeubles d'habitation, à Téhéran ou à Ispahan, ou même des hôpitaux. Partout, des attaques étaient menées. Pendant la guerre Iran-Irak, la plupart des destructions se concentraient dans les zones frontalières, parce que bien sûr, la nature de la guerre a changé. Oui, mais en ce qui concerne la population elle-même, j'imagine que l'économie allait mal, que les prix des biens étaient élevés, et ainsi de suite. Ah oui, Mais ils ont traversé tout ça, et donc ils ont une expérience historique, pas juste des récits de guerre, n'est-ce pas? oui. Et comme je l'ai déjà dit, la culture religieuse en Iran rend aussi les Iraniens très résilients. Il y a un bon livre d'Alastair Crooke, notre ami commun. C'est un vieux livre, je crois que je t'en ai déjà parlé, mais je ne suis plus sûr. Il s'appelle Resistance. C'est un ouvrage assez ancien, mais il décrit très bien la culture religieuse iranienne, ainsi que celle du Hezbollah. Et je pense que c'est vraiment utile de le lire. Alastair est quelqu'un de très compétent. Un autre excellent livre, c'est Going to Tehran, de Flint et Hilary Leverett. Je crois que les gens devraient le lire, surtout dans la situation actuelle. Si les responsables politiques américains avaient lu ce livre et écouté, oui, c'est bien le livre d'Alastair Crooke dont je parle. Et peut-être que la prochaine fois que vous l'inviterez, vous pourrez lui poser des questions sur le livre. Mais il y a aussi un autre ouvrage de Flint et Hilary Leverett qui ont travaillé à la Maison-Blanche, intitulé Going to Tehran. C'est aussi un livre que, selon moi, les gens devraient lire. Et puis, il y a un autre bon livre de Peter O'Bourne, dont j'oublie le titre exact, mais il parle de l'Iran, A Dangerous Delusion. C'est un petit livre, mais il traite du programme nucléaire iranien. Il y a vraiment de très bons ouvrages sur le sujet. Ces 3-là, et un autre encore,
Manufactured Crisis. Je pense que les gens devraient commencer à lire davantage sur l'Iran, parce que la relation entre les États-Unis et l'Iran va devenir un enjeu important dans les années à venir. En effet, en réalité, ce qui doit nous préoccuper maintenant, ce sont les semaines, voire les mois à venir. Vous avez évoqué certaines des conditions nécessaires pour que l'Iran ait pu négocier cet accord. Pour revenir à Jack Keane, il pense qu'il dispose d'un levier sur l'Iran pour obtenir une décision rapide, et que tout cela tourne autour de l'argent. Nous avons un levier sur leur argent. Ils veulent que leurs avoirs gelés soient libérés. Ils veulent que les sanctions soient levées. Il faut qu'on s'en serve comme d'un levier. L'autre levier, c'est de dire, eh bien, on attaquera de nouveau si vous ne le faites pas. Je pense qu'à ce stade, ils ne prennent pas ça au sérieux, parce qu'ils vont faire traîner les choses. Plus on se rapproche des élections de mi-mandat, plus ils se disent qu'il est peu probable que les États-Unis les attaquent. Donc le vrai levier ici, c'est l'argent. Et il faut qu'on utilise cet argent pour obtenir le meilleur accord possible. On ne peut pas céder à leurs négociations. Ils vont vouloir un geste de bonne foi de notre part. Du genre, très bien, libérez-nous quelques milliards de dollars. Je pense qu'on parle des Qataris, parce qu'ils ont la main sur certains avoirs gelés, environ 6 milliards de dollars. Ce serait une erreur. On ne peut pas lancer une telle bouée de sauvetage au régime avant d'entrer dans le vif du sujet de l'accord. Et le cœur du sujet, c'est quoi? Les armes nucléaires, le soutien aux groupes par procuration et les missiles balistiques. Et ce sont précisément ces points-là qu'ils vont essayer de faire traîner le plus longtemps possible. J'entends souvent dire que l'Iran veut faire traîner les choses, qu'ils ne veulent pas d'un accord négocié. Mais si Jack Keane a raison, si le président Trump l'écoute et dit « on ne va lever aucune sanction, on ne va pas débloquer d'avoir gelé et on va parler tout de suite de la question nucléaire, parce que c'est le grand sujet pour Trump. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. » Et ainsi de suite. Or, on vient justement d'entendre le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères dire que ce n'est même pas à ce stade des négociations qu'on discute du nucléaire. Ce sera pour plus tard, et qu'ils ont besoin de cet argent dès le départ. Donc, rien que sur ce point, on dirait qu'on est déjà dans une impasse. Corrigez-moi si je me trompe, mais l'Iran dit en gros, il faut un versement initial pour prouver qu'il y a un minimum de bonne foi. Sinon, il n'y aura pas de phase suivante. Vous voyez la situation comment, vous? Eh bien, bien sûr, c'est de l'argent iranien qui est retenu illégalement. Mais il y a un paradoxe dans ce qu'il dit. D'un côté, il affirme que l'Iran a besoin d'argent et qu'on ne devrait pas le lui donner. Très bien. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'on prolonge la guerre. Or, selon lui, c'est justement ce que l'Iran voudrait. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? L'Iran veut un accord pour mettre fin à la guerre ou il veut la prolonger? Je pense que c'est assez clair qu'il oublie deux éléments importants. D'abord, les forces armées iraniennes ont combattu jusqu'au bout et ce ne sont pas les Iraniens qui ont demandé le cessez-le-feu. Ce ne sont pas eux non plus qui ont pris l'initiative des contacts. Pendant plusieurs semaines, les Iraniens ont même ignoré les communications jusqu'au 34e ou 35e jour. Je ne sais plus exactement lequel. Et puis au final, Trump a accepté le plan iranien en 10 points, comme base pour les négociations. Ils ont commencé par exiger une reddition sans condition, déposer les armes, et ils ont fini par accepter le plan iranien en 10 points comme cadre de discussion. Donc évidemment, l'armée iranienne ne s'en sortait pas si mal, vu comment Trump a changé, comment il a évolué pendant ces 39 jours. Mais le plus important, c'est qu'il y a autre chose qu'il oublie, le détroit d'Ormuz. Si les États-Unis avaient vraiment gagné la guerre et que l'Iran avait été vaincu,
alors le détroit d'Ormuz ne poserait pas de problème. Mais il en pose un. Cette pression que les États-Unis exercent sur le détroit d'Ormuz, c'est une arme à double tranchant. Elle fait du tort à toute l'économie mondiale. Et si ça continue, on se dirige tout droit vers une dépression économique mondiale. Et si la guerre reprend, la vraie guerre, la guerre chaude, alors je pense qu'on aura une grande dépression économique, très grave, bien pire que celle des années 30. Donc, les États-Unis ont provoqué ça, enfin, Trump et Netanyahou ont provoqué ça, pour les États-Unis et pour le monde entier. Et ça n'avait pas besoin d'arriver. Mais ensuite, après les 39 jours où ils ont échoué dans la guerre, on aurait pu avoir un cessez-le-feu et le détroit d'Ormuz aurait été ouvert. Enfin, il n'a jamais été fermé aux Chinois, ni aux Russes, ni à Oman, ni à l'Irak, ni à aucun de ces pays qui ne combattaient pas l'Iran. Il était seulement fermé aux pays qui coopéraient avec les États-Unis dans la guerre, pour des raisons évidentes. Mais si Netanyahou s'était abstenu de mener des attaques génocidaires contre le Liban et avait accepté le cessez-le-feu, on aurait des navires qui traverseraient le détroit d'Ormuz depuis 7 semaines déjà, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est le 8 avril. Oui, quelque chose comme ça. Les États-Unis, Trump et Netanyahou ont créé cette catastrophe. Et s'ils n'acceptent pas cet accord, ça veut dire que le détroit d'Ormuz restera fermé. J'ai vu une émission sur votre chaîne il y a quelques semaines où vous aviez invité un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais c'était un expert des marchés pétroliers ou de l'énergie. Et ce qu'il disait, c'est que la situation allait se dégrader très vite. Oui, en fait, on va recevoir demain dans notre émission un expert spécialisé dans l'industrie pétrolière. Et ce que le docteur Chris Martenson a expliqué, c'est qu'on fonce droit vers un mur, et plutôt rapidement, parce que les réserves stratégiques de pétrole cachent en réalité une grande partie des pertes venant du Golfe Persique. Mais ces réserves vont bientôt s'épuiser, à des moments différents selon les régions du monde. Et là, on va se retrouver face à un énorme problème, tout simplement parce qu'il n'y aura pas assez d'approvisionnement pour tout le monde. Et ça nous ramène à la question de savoir qui, au fond, est le plus pressé de faire avancer tout ça. Et il semblerait que ce soit les États-Unis. Mais jusqu'à présent, nous n'avons réussi à nous mettre d'accord sur rien. Donc à ce stade, si je comprends bien, la partie iranienne dit que si une partie de ses avoirs gelés est libérée, comme un geste de bonne volonté au départ, et qu'il y a un allègement progressif des sanctions, alors le trafic serait totalement ouvert, même si, d'après ce que j'ai compris, les frais resteraient en place. C'est le terme qu'on utilise actuellement à Téhéran, je crois. Et cet accès resterait ouvert tant que notre blocus s'ouvre aussi. C'est bien ça, en gros. Oui, il faudrait lever immédiatement les sanctions, celles qui visent le secteur énergétique iranien. Et puis, il faudrait aussi un cessez-le-feu. L'Iran n'acceptera aucun accord tant que la guerre au Liban ne sera pas terminée. C'est tout simplement hors de question. Oui, c'est justement là que je voulais en venir. On parle d'argent, des avoirs gelés, des sanctions et aussi du détroit d'Ormuz. Évidemment, c'est un sujet majeur pour une grande partie du monde. Mais voilà que plus tôt dans la journée, le New York Times rapporte que Netanyahou affirme qu'Israël prévoit d'intensifier ses attaques contre le Hezbollah au Liban. Et je crois que c'était aussi ce matin sur Fox News, ils en parlaient et ont diffusé un extrait vidéo de Netanyahou qui confirmait exactement ce point. Nous suivons aussi de près l'évolution du conflit entre Israël et le principal allié de l'Iran, le Hezbollah. Les Israéliens ont promis d'intensifier leurs frappes contre le groupe, alors que les attaques de drones et de roquettes se poursuivent depuis le sud du Liban.
Je veux saluer les habitants du Nord pour leur résilience, qui nous inspire tous. Mais ce que cela exige de nous maintenant, c'est d'intensifier les frappes, d'augmenter la pression. Nous les frapperons avec une force écrasante. Donc, il ne dit même pas qu'ils vont simplement continuer. Il dit qu'ils vont intensifier les choses. Alors ma question, c'est la suivante. Toutes ces choses dont on a parlé dans la première partie de notre émission aujourd'hui, si elles étaient toutes réglées à votre satisfaction, à la satisfaction de Téhéran, mais que celles-ci ne l'étaient pas, est-ce qu'il y aurait quand même un accord? Non, aucun accord. Et vous savez, le New York Times ment, bien sûr. Il ment parce qu'il fait partie de la classe Epstein. Et Fox News ment aussi. La réalité, c'est que les Israéliens visent des civils. Ils bombardent des villes. Et chaque jour, de nouvelles images sortent. Des familles sous les décombres, des enfants écrasés, exactement comme à Gaza. Et c'est là que c'est intéressant. À Gaza, les médias occidentaux ont détourné le regard. Ils ont laissé le régime israélien commettre l'Holocauste en disant qu'il ne pouvait rien confirmer parce qu'il n'avait pas de présence sur place. Mais c'était juste une excuse. Ils voulaient que les Israéliens s'en sortent après les massacres. Au Liban, toutes les grandes agences et chaînes de médias occidentaux sont présentes. Absolument toutes. Il y a plus de journalistes occidentaux à Beyrouth et plus de médias que probablement dans n'importe quel autre pays arabe au monde, surtout si on compare en fonction de la population. Mais les reportages sont tout aussi pervers, parce qu'ils essaient de présenter la situation comme si le scénario était le suivant. Le Hezbollah mène des opérations, frappe l'armée israélienne et diffuse chaque jour des images. On les voit toucher des chars, des soldats, des camions, des véhicules militaires. Et ensuite, dans leur colère, le régime israélien bombarde massivement des villes. Puis le New York Times écrit que ce sont des bastions du Hezbollah ou des cibles du Hezbollah. Et chaque jour, on voit des images d'enfants sous les décombres. Moi, je les partage tous les jours sur les réseaux, comme pour Gaza. Donc, qu'il y ait des médias occidentaux sur place, comme au Liban, ou qu'ils soient absents, ça ne change rien. Ils laissent toujours le régime israélien commettre des massacres en toute impunité. Et ça montre bien qu'ils n'ont aucune crédibilité, aucune morale et aucun respect pour la vie humaine. Mais l'Iran a un profond respect pour la vie humaine. C'est pour cela que l'Iran soutient le peuple palestinien et le peuple libanais. Et la résistance au Liban a fait preuve d'un courage exceptionnel. Ce sont, à mes yeux, les héros de notre époque. Parce que, pourquoi sont-ils entrés en guerre contre le régime israélien? C'était après le début du génocide à Gaza. Et souvenez-vous, le Premier ministre les a traités d'Amalek, et il disait qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza. Autrement dit, même les enfants. Ils refusaient de laisser passer la nourriture. Et ça, ils le disaient dès le départ, leurs dirigeants. Et si on relit la plainte déposée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, on y trouve toutes les citations montrant que, dès les premiers mois, l'intention génocidaire était évidente. Ils l'ont mise en œuvre, et ils continuent encore aujourd'hui. Alors, le Hezbollah a commencé à combattre le régime israélien dans le nord de la Palestine et le sud du Liban pour détourner leurs forces de Gaza, pour alléger la pression sur les enfants de Gaza et les femmes de Gaza, à leur propre détriment, parce qu'ils savaient que le régime israélien viserait les femmes et les enfants au Liban. Mais ils ont estimé qu'ils avaient une responsabilité. Souvenez-vous, cela remonte à cette culture religieuse dont je vous ai parlé. Soutenir les opprimés et se dresser contre l'oppresseur. Donc l'Iran, pour plusieurs raisons, ne permettra pas et n'acceptera pas un accord à moins d'y être inclus. D'abord pour des raisons humanitaires, et ensuite parce que cette communauté est en train d'être anéantie, nettoyée, ethniquement, exterminée, comme le peuple de Gaza, alors qu'elle essayait d'empêcher le génocide à Gaza.